Alors c'est un grand plaisir d'accueillir Benoît Deveau, mais en fait, accueillir c'est pas vrai, hein, tu es chez toi. Tu es chez toi depuis longtemps d'ailleurs. Monsieur trop bon. Monsieur trop bon, tu es là, tu es chez toi depuis très longtemps, hein. Ancien élève de l'école polytechnique, promotion 71, mais c'était pas à Palaiseau, c'était à Paris, dans les jolis locaux historiques de l'école. Donc c'était les années 71, je crois. Oui, c'est ça. À la suite de quoi tu as commencé à faire un peu de recherche au CNET, à Lannion. Eh oui, nul n'est parfait. Et dans les années 80, tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien faire un postdoc dans un laboratoire sympa, de l'autre côté de l'Atlantique par exemple. Et bien avant de faire un postdoc, il faut faire une thèse. Donc tu te trouves un patron de thèse, un sujet de thèse, tu soutiens ta thèse en 84. Puis tu vas faire un postdoc au Bell Labs avec Daniel Chemla. 2 ans. Oui, 1 an et demi. 1 an et demi. Et tu reviens ensuite à Paris, enfin au CNET toujours, mais c'était toujours à Lannion. Non, toujours à Lannion. Toujours à Lannion, oui, donc c'était plutôt Lagnonnais. Hein. Et tu y diriges une équipe ce qui ne s'appelait pas encore optoélectronique, mais c'était ça en fait, propriété optique et électronique des semi-conducteurs, je crois. En 93, tu es nommé à l'EPFL, professeur en optoélectronique. Tu y diriges l'Institut de la photonique et l'électronique quantique pendant longtemps. En fait, cette parenthèse, je ne sais pas si d'emblée tu y pensais, mais cette parenthèse suisse a duré 24 ans. Et ce n'est que récemment que tu es revenu en France. Donc c'était en 2017, et depuis tu occupes le poste de directeur général adjoint à l'enseignement et la recherche à l'école polytechnique. Alors tout ça, ces mouvements et ces postes accaparants ne t'ont pas empêché de poursuivre ta recherche. Et donc tu vas pouvoir nous parler un peu de cette brève histoire des fluides quantiques. J'ai retenu de notre petite discussion avant le séminaire qu'à l'issue du séminaire, les excitons et les fluides quantiques n'auraient plus de secret pour moi et pour personne dans la salle. Donc je guette ces moments-là. Je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation et je te passe la parole, mon cher Benoît. Merci Riyad. Je vous prie d'excuser 2 minutes la pause technique qui va permettre de mettre en route le système. Il faut en outre vérifier que ça marche. Non. Oui, c'est bon. Voilà, donc je vais essayer de vous faire part des recherches que j'ai menées pendant 24 ans, même plus, mais en particulier à l'EPFL, et donc des recherches sur les fluides quantiques de Polariton. Alors je ne vais pas me prendre trop au sérieux parce que depuis que je suis directeur de la recherche ici, j'ai plus tellement le temps d'aller au laboratoire, donc il faut quand même pas que je présente les choses depuis trop spécialisé. Je vais être très souvent simplificateur et je vous prie par avance de m'excuser si je vous présente des choses trop simples, mais le but c'est de ne pas se prendre trop au sérieux et puis de vous présenter les choses de manière la plus précise mais amusante possible quand même, de façon à ce que tout le monde comprenne, en particulier les éventuels élèves ou les pas élèves dans la salle. Alors, j'ai rebaptisé cet exposé tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les polaritons sans jamais oser le demander, et c'est un exposé qui se voudra tout ce que vous voulez, didactique, helvétique, ludique, mais en particulier ludique, voilà. Donc, le panorama de cet exposé se produit en Suisse. Nous allons commencer par quelques rappels historiques. Oui, volontiers. Puis, non, pardon, j'ai été trop vite. Quelques rappels historiques. J'essaierai de vous faire comprendre le mieux possible ce que c'est que cette bête bizarre qui est un polariton. J'essaierai ensuite de vous convaincre que, effectivement, ce que nous observons, c'est bien de la condensation de polaritons. Et puis, on essaiera de dérouler quelques-unes de leurs propriétés qui peuvent être intéressantes. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un travail que j'ai fait moi-même, et je dois commencer par remercier les gens qui ont fait vraiment le travail. Oui, à l'époque, je n'avais pas encore tout à fait les cheveux blancs, mais voilà, c'est une bande de très, très bons doctorants qui ont fait...
tout le boulot est encadré par une bande de très très bons postdocs. C'est l'avantage à l'EPFL, on a des moyens financiers qui permettent d'avoir des équipes très intéressantes. Donc merci à eux d'avoir fait tout ça. Et pour commencer cet exposé, je souhaiterais avoir une parole de sagesse qui vaut toujours la peine de rappeler. C'est Max Planck qui disait que les grandes découvertes et les connaissances scientifiques n'ont été réalisées que par ceux qui sont partis à leur poursuite sans quelque but pratique que ce soit. Nous parlerons de but pratique à la fin de cet exposé parce qu'il faut toujours, mais en fait, c'est la curiosité qui nous a amenés à travailler là-dessus. Alors, je commence l'histoire. On pourrait commencer très très loin, mais un point intéressant, c'est la découverte de la supraconductivité par Kamerlingh Omnes en 1911. Bon, il y a un aspect intéressant ici, c'est que c'est un peu de la sérendipité, parce qu'il travaillait sur essayer d'obtenir de l'hélium liquide, et il se trouve que le mercure devient supraconducteur à 4,2 Kelvin. Si ça avait été à plus basse température, ça aurait été un petit peu compliqué, mais enfin, ça aurait été plus compliqué, il y serait arrivé, mais ça aurait marché quand même. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici qu'entre 1924 et 1925, Bose et Einstein ont introduit l'idée de la condensation de Bose-Einstein. Pour ceux qui ne sauraient pas ça dans la salle, le monde se divise en deux types de particules, les bosons et les fermions. Les fermions ne veulent pas être sur le même état d'énergie, et les bosons, éventuellement, le peuvent. Et c'est ça l'idée géniale de Bose et Einstein, c'est que si on met le système à suffisamment basse température, on devrait observer un nouvel état, condensat de Bose-Einstein, où toutes les particules sont dans le même état quantique. La température de transition pour un système simple s'écrit de cette façon-là, où vous voyez apparaître le nombre d'atomes du système et leur masse. Et puis, vous essayez de faire un calcul raisonnable pour un atome raisonnable, et c'est très simple, vous arrivez à 1 micro-Kelvin. Voilà, donc, déjà, c'est très intéressant, juste il vous faudra un réfrigérateur un tout petit peu compliqué si vous voulez espérer observer un condensat de Bose-Einstein. On y reviendra tout à l'heure. En 1938, encore un peu par sérendipité, il y a deux andouilles qui ont décidé de pomper sur l'hélium, et ils se sont rendus compte que quand ils pompaient sur l'hélium, ils baissaient sa température. Ça, c'est normal, c'était attendu, mais vous venez de le voir, quand on passe en dessous de 2,17 Kelvin, eh bien, l'hélium arrête de bouillir, ce qui est en fait l'indication du fait que l'hélium devient superfluide. Si on réchauffe, vous allez le voir là, on va voir la température qui repasse au-dessus de 2,17 Kelvin, l'hélium se remet à bouillir, il est sorti de l'état superfluide. Alors, l'interprétation de la superfluidité a été obtenue la même année, d'abord par Landon, et puis les équations ont été écrites par Landau et Ginzburg, et un superfluide, c'est un condensat de Bose-Einstein, c'est marqué ici, phénomène Bose-Einstein gaz, l'explication de la superfluidité de l'hélium. Alors l'étape suivante est intéressante, c'est en 1957, c'est Bardeen, Cooper et Schrieffer qui nous permettent de comprendre que la supraconductivité, en fait, c'est un condensat de Bose-Einstein de particules dans un conducteur, et en fait, c'est deux électrons appareillés qui vous permettent de créer un boson. Et l'idée est géniale, c'est-à-dire qu'on peut avoir des condensats de Bose-Einstein d'atomes à très très basse température, et on peut avoir des condensats de Bose-Einstein de quasi-particules, pourvu que ce soit des bosons et qu'elles veuillent bien être stables. Néanmoins, un certain nombre d'équipes avaient décidé de poursuivre le travail d'obtenir un condensat de Bose-Einstein d'atomes, et ils savaient que pour faire ça, il fallait refroidir les atomes, on a vu, à des températures de l'ordre du micro-Kelvin, et le refroidissement laser a été étudié en particulier par Xu, Cohen, Tanuji et Phillips, et ils ont obtenu
des nuages d'atomes froids dans la fin des années 80, et le prix Nobel, ils l'ont obtenu en 97, vraisemblablement quand même, parce qu'en 95, le premier condensat de Bose-Einstein avait été obtenu. Et donc, ce condensat de Bose-Einstein a été obtenu presque simultanément par Cornel Weyman d'un côté et Ketterle de l'autre. Ils ont obtenu pour ça le prix Nobel en 2001. Alors, je vous rappelle l'expérience. On refroidit des atomes avec des faisceaux laser dans 6 directions. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer de nouveau l'installation des lasers qui vous permet de refroidir le système. Et l'indication de la condensation de Bose-Einstein, elle est ici. Vous laissez le condensat que vous voyez ici s'étendre et vous regardez comment la distribution s'étale et donc quelle est la vitesse des atomes au moment où vous relâchez le piège. Et vous voyez que, au fur et à mesure que vous baissez la température, les atomes se retrouvent tous à vitesse nulle. Et vous voyez que l'apparition de ce pic à vitesse nulle correspond au moment où la température du condensat passe au-dessous de la température critique. Voilà. C'était le résultat attendu. Je ne résiste pas à un mot de sagesse de plus, un peu de sagesse chinoise. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter en route. C'est Confucius. Bon, comme j'ai passé trop de temps en Suisse, je ne résiste pas encore à la musique suisse. Et un petit mot de sagesse suisse, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Donc, Cornel, Weyman et Ketterle ont obtenu un condensat de Bose-Einstein parce qu'ils ont réussi à refroidir leur nuage d'atomes en dessous de 1 microkelvin. Et puis, ça serait intéressant de réussir à faire un condensat de Bose-Einstein à des températures plus raisonnables. Et donc, il y a toute une série... On a vu tout à l'heure que des quasi-particules dans un solide pouvaient être une bonne idée. Et les gens ont imaginé les excitons. Enfin, la première idée, c'était les excitons, des manions, des phonons, des polaritons. Et pour ce qui est de mon équipe, on s'est intéressé aux polaritons. Là, vous avez une image de ce à quoi pourrait ressembler un polariton. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai décidé, je vous rappelle, de faire un exposé aussi didactique que possible. Nous commençons par un exciton. Donc, je prends un semi-conducteur, j'ai une bande de valence qui est pleine, une bande de conduction qui est vide, j'envoie une excitation lumineuse, par exemple, je vais exciter un électron depuis la bande de valence à la bande de conduction. Une fois que j'ai fait ça, le manque d'électrons, comme vous le savez, dans la bande de valence, je le considère comme un trou, et puis un trou et un électron vont donner lieu à la possibilité d'une particule liée, qui est l'équivalent d'un atome d'hydrogène. Vous avez ici une petite image, mais en fait, vous pouvez voir l'exciton comme un électron qui tourne autour du trou, mais vous pouvez le voir aussi comme une quasi-particule qui a une masse et qui est en fait un boson, puisque l'exciton est apparié avec un spin du trou et un spin de l'électron qui permet à l'ensemble d'avoir un spin unitaire. Donc, nous avons un boson. Et donc, on pourrait espérer faire un condensat de Bose-Einstein avec des excitons. Je ne résiste pas, encore une fois, de vous montrer la version par Roberto Cingolani de ce que c'est un exciton. Vous avez un électron qui aperçoit un trou. Vous avez l'interaction coulombienne qui donne des choses que la morale ne me permet pas d'expliciter plus avant ce soir. Et donc, j'ai décidé de poursuivre un peu dans l'idée de Roberto Cingolani et de vous expliciter les choses en termes de danse. Et donc, on peut imaginer que l'exciton, c'est un peu comme une paire de danseurs, un homme et une femme, et voilà. Et au bout d'un moment, l'exciton va se recombiner. Alors, je dois ici, malheureusement, je crois que je n'ai pas vu André, mais je dois rendre hommage à André Mizerovitch, qui a travaillé pendant des années sur la condensation de Bose-Einstein des excitons.
Et c'est lui qui m'a convaincu, mais au début des années 80, que travailler sur la condensation de Bose-Einstein était une idée qui pouvait être intéressante et que ça pouvait donner des résultats très très amusants. Alors, on a vu ce que c'était qu'un exciton. Comment est-ce qu'on construit un polariton? On prend un exciton qu'on va en fait coincer dans un puits quantique de semi-conducteurs, et cet exciton-là, on va le mettre entre deux miroirs. Et si la réflectivité des miroirs est suffisante, nous allons réussir à obtenir une interaction forte entre l'exciton et les photons, ce qui est la création d'un polariton. Alors, donc maintenant, nous avons un exciton et un photon, donc en fait, c'est un peu comme une danse à trois personnes. Voilà. Alors, d'où vient l'idée de polariton? C'est encore un peu de la sérendipité. Vous avez ici une diode laser. Si vous n'avez pas regardé ça de près, vous regardez à l'intérieur, vous voyez ici le bout de semi-conducteur qui sert à faire le laser. Il ressemble à ça. Donc, un laser à semi-conducteur, c'est une barre de semi-conducteur qui fait à peu près 300 ou 400 microns de long, 100 microns de large, 100 microns d'épaisseur. Vous faites passer un courant à l'intérieur, le milieu devient amplificateur, et comme les deux facettes sont clivées par les faces cristallines, elles sont strictement parallèles, et donc ce système-là devient très très naturellement un laser. Ça marche très bien, mais c'est juste une face clivée, c'est-à-dire que la réflectivité est de 30% seulement, donc c'est un laser avec un très mauvais miroir. Alors il marche très bien, mais on pourrait bien entendu songer à l'améliorer. Alors c'est ce qu'on a fait. Pour améliorer ce type de laser, eh bien, il suffit de se dire je vais essayer d'augmenter la réflectivité des miroirs. Par exemple, pourquoi pas jusqu'à 99,99%. Et pour faire ça, eh bien, vous aboutissez à ceci. Ça, c'est une fourmi qui est en microscope électronique à balayage, qui regarde un réseau de 20 par 20 dispositifs que vous voyez. Si vous les regardez de près, ceci est un VCSEL, c'est un laser. Le milieu amplificateur est ici. Et de chaque côté, vous avez ce qui s'appelle un miroir de Bragg, c'est-à-dire une alternance de deux semi-conducteurs qui font une épaisseur de lambda sur 4 et qui vous permettent d'obtenir la réflectivité de 99,99%, qui vous permet d'avoir un laser qui fait une taille de quelques microns seulement et une efficacité redoutable. Ça s'appelle un VCSEL. Alors à ce moment-là, il y a deux idées majeures qui émergent. L'une provient de Claude Weisbusch. Claude Weisbusch regarde les VCSEL, et quand vous regardez un VCSEL, ben vous voyez la stop band du miroir, la largeur du miroir, et au milieu, vous voyez le mode de la cavité, qui correspond en gros à l'épaisseur entre les deux miroirs. Et quand vous vous déplacez sur l'échantillon, comme l'épaisseur varie, la position de ce mode de cavité varie. Et Claude observe que quand il se déplace, eh bien, il y a un endroit où, au lieu d'avoir un mode de cavité, il a deux modes. Alors moi, si j'avais été à sa place, j'aurais dit cet échantillon est mauvais, je le mets à la poubelle et j'en prends un autre qui voudra bien se comporter normalement, avoir un mode de cavité. Mais Claude remarque que les deux modes apparaissent juste à l'endroit où se trouve la résonance des excitons dans les puits quantiques. Et il comprend tout de suite que ça, en fait, c'est un polariton, c'est l'image du couplage fort entre l'exciton et les photons de cavité. Et un peu plus tard, c'est Atachi Mamoglu qui dit « Mais si on a un polariton, ça veut dire qu'on a un boson, et on a un boson qui a une masse extrêmement faible, et donc on devrait pouvoir obtenir de la condensation de Bose de polariton. » Voilà. Et c'est un peu de là qu'on est parti. Alors, la physique de base du polariton est extrêmement simple. Vous avez deux miroirs, un mode de cavité qui dépend de l'espacement des deux miroirs. Entre ces deux miroirs, vous allez placer un morceau de semi-conducteur dans lequel vous mettrez les excitons. Donc, vous avez la dispersion des excitons, et sur la plage d'énergie que je vous montre, la dispersion parabolique des excitons est plate, puisque je vous présente
une zone de brillant extrêmement réduite. Et vous voyez ici la dispersion des photons. Dans une cavité, les photons se comportent exactement comme s'ils avaient une masse. Mais c'est une masse extrêmement légère qui est de l'ordre de 10-5 fois la masse d'un électron. Et puis maintenant, si vous faites varier l'épaisseur de la cavité, vous pouvez ajuster la résonance des photons de façon à ce qu'ils soient exactement à l'énergie de l'exciton. On sait très bien faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez suffisamment de puits quantiques, donc suffisamment d'excitons, et vous arrivez au couplage fort, c'est-à-dire ces états sont couplés, et au lieu d'avoir des excitons et des photons, vous avez un mélange exciton-photon, donc un polariton. Et une fois que c'est fait, vous pouvez oublier que vous aviez un exciton et un photon, vous avez des polaritons, deux états de polaritons qui sont ici en rouge, et l'état intéressant, c'est l'état du bas. Vous avez ici un boson qui a une masse qui est de l'ordre de grandeur de 10-5 fois la masse d'un électron. Donc une masse extrêmement légère. Si je reprends la formule de tout à l'heure sur la température de transition, avec une masse de 10-5 fois la masse d'un électron, je devrais pouvoir obtenir une condensation de Bose-Einstein à température ambiante sans difficulté. Alors, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que les polaritons vont rester en vie le temps que le photon voudra bien rester piégé dans la cavité. Et l'ordre de grandeur de la durée de vie, c'est quelques picosecondes. Donc on a un très bon boson avec une masse très faible, mais qui ne vit que quelques picosecondes. Et donc à l'époque, tout le monde disait ça sera strictement impossible d'obtenir un condensat de Bose-Einstein puisque les excitons ne vivent pas assez longtemps. Alors, néanmoins, l'avantage du système, c'est que le polariton se dissocie et donc le photon sort de la cavité. Et quand il sort de la cavité, on le voit et il transporte toutes les propriétés qu'avait le polariton dans la cavité. Donc il sort avec une direction qui correspond au moment du polariton dans la cavité. Donc les photons émis, ils vont nous donner l'énergie des polaritons, l'intensité va leur donner la quantité de mouvement, la polarisation. Vous aurez aussi la cohérence, les propriétés de bruit, vous aurez toutes les propriétés que vous souhaitez mesurer, pas forcément aisément, d'un polariton grâce à la lumière qui ressort. Alors, voici deux exemples. Si vous regardez le comportement angulaire des polaritons, donc ça c'est l'émission, l'énergie en fonction de l'angle, vous voyez la courbe de dispersion parabolique du polariton du bas. Et si vous regardez dans l'espace réel, là, c'est des polaritons qui sont piégés dans un piège de 20 microns. Vous voyez que vous avez toute une série d'états quantifiés. Et puisque vous voyez ça, vous pouvez venir exciter le système ici, avec votre laser. Donc ici, si vous excitez à 10 degrés, vous créez des polaritons qui ont une vitesse de 1 micron par seconde. 1 micron par picoseconde. Et vous pouvez aussi, alternativement, venir exciter dans l'espace des polaritons à un endroit bien déterminé. Donc on peut vraiment, en quelque sorte, jouer avec les polaritons et leur donner les propriétés qu'on veut et observer leurs propriétés de manière extrêmement précise. Voilà. Alors si notre rêve était d'observer la condensation des polaritons, et on avait fait une espèce de to-do list des choses qu'il faut absolument démontrer pour dire qu'on a la condensation. Il faut avoir une distribution de Boltzmann sous le seuil, une distribution de Bose au-dessus du seuil, la réduction de la largeur de Ré, la diffusion stimulée, l'augmentation de la cohérence au premier ordre, une brisure spontanée de symétrie et tout et tout. Et au bout du compte, il faut convaincre les collègues que ce que vous avez observé, c'est bien un condensat de polaritons et non pas simplement un laser à cavité verticale standard. Alors voici la première expérience. Donc, à faible intensité, vous avez ici, vous voyez une jolie parabole. Si vous mesurez l'occupation des polaritons, vous verrez que c'est bien une distribution boltzmannienne, une décroissance, et vous pouvez comme ça mesurer la température des polaritons qui, dans ce cas de figure, était à 19 Kelvin. Et puis maintenant, on va augmenter l'intensité du laser.
donc augmenter la densité de polaritons, et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente la densité du laser, vous voyez l'ensemble des polaritons qui se condensent dans l'état fondamental. Et si vous mesurez la distribution ici, vous verrez que c'est bien une distribution de Bose et plus une distribution de Boltzmann. Et la température est restée à peu près à 19 Kelvin. Alors ça, c'est bien beau, mais quand on a discuté avec les théoriciens, la vraie preuve, c'est l'apparition d'une cohérence à longue portée. Est-ce que vous avez bien une cohérence à longue portée? Bon, ben, pour faire ça, il faut faire une expérience d'interférométrie. L'avantage, encore une fois, c'est que nous avons la lumière qui sort, et donc faire l'interférométrie, c'est pas très compliqué. Je suis d'ailleurs allé voir Manuel à l'époque pour qu'il m'explique comment on faisait ça, on arrive à faire de façon stable. Et donc, le principe, c'est qu'on va faire interférer après un interféromètre de Michelson un morceau du condensat avec un autre pour de voir s'il y a une cohérence de phase entre deux endroits qui sont distincts. Alors, comme vous aurez l'expérience à plusieurs reprises, l'idée qu'on a eue à la machine à café que vous avez vue sur la photo au départ, c'est simplement de remplacer un des miroirs du Michelson par un rétroréflecteur, ce qui fait qu'en fait, on fait une interférence entre une image du condensat et une image centrosymétrique du même condensat. Donc, on a un point qui est le point d'autocorrélation, et plus on s'éloigne du point central, plus on fait interférer des endroits distants du condensat. Et vous voyez l'image ici que, effectivement, on a des franges d'interférence qui apparaissent sur quelque chose qui fait, en fait, à peu près la taille du spot d'excitation du laser sur l'échantillon lorsqu'on a passé le seuil. Et donc, c'est là que nous avons osé clamer la condensation de Bose-Einstein. Alors, vous voyez ici des images de caméras à balayage de fente. Donc, c'est le temps ici et l'espace là. Encore une fois, on a fait l'image du condensat et l'image rétro-réfléchie. Vous voyez ici qu'on excite le système. Si on est à basse intensité, il y a des polaritons qui sont créés, mais ils ne sont pas à une densité suffisante pour donner lieu à un condensat. Et si on augmente, voilà, si on passe le seuil, vous voyez qu'on voit les franges d'interférence qui apparaissent à peu près en même temps que la population apparaît dans le condensat qui est en bas de ma parabole. Et si j'augmente encore la densité du système, le condensat apparaît de plus en plus vite. Et donc, on a bien un système qui a une cohérence à longue portée, et donc c'est ça qu'on a publié en 2006. Je vous rappelle l'image célèbre de Wyman sur l'apparition d'un condensat avec les atomes. Là, vous vérifiez juste que vos atomes restent avec une vitesse nulle. L'avantage avec les polaritons, c'est que vous mesurez l'ensemble de la distribution. Donc vous pouvez vraiment mesurer que vous avez à basse intensité une distribution de Boltzmann et à haute intensité une distribution de Bose. Et en plus de ça, vous pouvez avoir la cohérence. Et c'est ce qu'on avait publié sur la page de couverture de Nature. C'est l'intensité de la cohérence en fonction de la position sur l'échantillon. Alors, je dois absolument rendre hommage à l'échantillon que nous avons utilisé dans la collaboration qui nous a permis de publier ça. C'est un échantillon qui a été fait à Grenoble à l'époque. Et vous voyez ici la bande d'arrêt des miroirs de Bragg et avec les deux pics d'absorption des polaritons. Donc vous voyez, c'était un très très bon échantillon. Et en fait, nous avons rappelé cet échantillon, nous l'avons appelé l'échantillon béni, le Holy Sample. Cet échantillon, il est resté dans le cryostat sans bouger à peu près de 2005 à 2015. Je pense que c'est l'échantillon qui a le plus de publications. Il doit y avoir un Nature, un Science, 2 Nature Photonics, 12 PRL sur un seul échantillon. Celui qui est resté au fond du cryostat, qu'on n'a pas le droit de toucher. Oui, volontiers. Alors le cryostat, il était vers 5 Kelvin lorsqu'on le refroidissait, et puis il remontait en température quand on arrêtait de le refroidir. Il a cyclé. Et au fur et à mesure que l'échantillon cyclait, comme c'est des 2,6, c'est plus fragile que les 3,5,
et l'échantillon avait tendance à se cliver sur les bords, et donc la taille de l'échantillon, au fur et à mesure des années, devenait de plus en plus petite. Alors ça, je n'ai pas vérifié. Ça, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient maintenu dans le vide. Ce que je sais, c'est que l'un de mes doctorants m'a avoué longtemps après qu'une fois, il avait démonté l'échantillon, décollé l'échantillon, et qu'il avait perdu un bout de l'échantillon au fond du cryostat qu'il n'avait jamais retrouvé. Donc il ne l'a surtout jamais dit. Enfin, avant d'avoir sa thèse, bien sûr. Alors, c'est un échantillon, vous avez vu les images, c'est un échantillon de semi-conducteur, donc c'est un très bon échantillon, mais il y a du désordre. Et en fait, le fait qu'il y ait du désordre dans cet échantillon, qu'il y ait des désordres relativement importants, c'est un espèce d'effet magique, parce que vous le verrez, nous avons pu, en nous déplaçant sur l'échantillon, observer des effets qui dépendent vraiment de la configuration du désordre. Donc non seulement le désordre n'est pas gênant, mais il nous a permis d'observer des effets très particuliers. Voilà. Et donc, vous vous souvenez que je parle de danse, et donc, qu'est-ce que c'est qu'un condensat de Bose-Einstein? Eh bien, c'est un peu comme une danse irlandaise. Oh, il faut que je mette la musique un peu plus fort quand même. Voilà. Vous remarquerez que tous les danseurs sont exactement en phase. C'est très important pour un condensat de Bose. Et c'est une cohérence à longue distance. Hein. Voilà. Alors, je dois avouer que nous avons eu quelques difficultés à convaincre un certain nombre de nos collègues du fait que c'était bien quelque chose qu'on pouvait appeler un condensat de Bose-Einstein. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une deuxième citation de Max Planck. Une nouvelle théorie scientifique ne triomphe pas parce que vous convainquez ses opposants et vous leur faites entrevoir la lumière, mais bien plutôt en raison du fait que ses opposants meurent, finalement, et qu'une nouvelle génération arrive qui s'est familiarisée avec cette théorie. Voilà. Bon, je n'ai pas souhaité la mort de mes contradicteurs, quand même. Alors quand même, depuis, en particulier, il y a eu le travail de Jacqueline Bloch et de son équipe au C2N qui nous a permis de vraiment montrer que c'était un condensat de polaritons. Alors, ce qu'a fait le C2N, c'est de prendre les microcavités et de les etcher, et donc d'obtenir des structures de la dimensionnalité qu'on voulait. Vous voyez, vous avez des fils, vous avez des piliers, et vous avez des piliers couplés. Alors les piliers couplés, c'est très intéressant, parce que vous pouvez avoir des états couplés entre deux pièges, et dans ce cas de figure-là, ce que fait Jacqueline, c'est exciter à gauche. Alors vous voyez les états, vous voyez en particulier les deux états couplés en bas, les états S, puis les états P qui sont couplés aussi. Si vous excitez plus fort, ben vous obtenez en fait quelque chose qui ressemble à un condensat ou à un laser ici. Et puis, si vous excitez encore plus fort, vous voyez que l'émission se fait dans le pilier de droite alors que vous excitez à gauche. Et donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est passé du pilier de gauche au pilier de droite. Ce n'est pas l'excitation laser, c'est les polaritons qui sont passés de gauche à droite. Et puis, elle a fait encore une manip qui était encore plus jolie, un peu plus tard, c'est d'exciter une barre comme ça. Et donc, quand elle fait ça, elle excite la barre au milieu, et si elle obtient une intensité suffisante, vous voyez que vous avez un état qui est étendu sur toute la longueur de la barre. Et encore une fois, l'intérêt des polaritons, c'est que vous pouvez mesurer l'émission en champ lointain, et vous voyez qu'au milieu, vous avez la courbe de dispersion, et les polaritons sont bien à k égale 0. Et si vous vous mettez à gauche, vous voyez que dans la courbe de dispersion, les polaritons sont à gauche. Donc ils ont bien une vitesse qui se déplace vers la gauche, et quand ils sont à droite, ils ont bien la vitesse qui se déplace vers la droite. Et Jacqueline a même fait des interférences entre les polaritons ici et les polaritons là, et bien montré qu'ils étaient parfaitement en phase. Donc c'est une belle danse irlandaise. Alors la condensation de polaritons a été... Ça c'est un transparent qui est relativement vieux. Elle a été observée dans beaucoup de systèmes, et en particulier dans ce système qui est ici, qui est du nitrure de gallium, donc une microcavité à base de nitrure de gallium. Vous voyez que les images ressemblent beaucoup. Vous avez une distribution de Boltzmann en dessous du seuil et un joli pic à k égale 0 au-dessus du seuil. Vous noterez que
Là, on est juste à 3% au-dessus du seuil, donc on a un effet qui est extrêmement non linéaire et se produit à 300 Kelvin. Donc maintenant, il y a plusieurs systèmes où on observe la condensation des polaritons à température ambiante. Alors, il y a une autre expérience que je ne résiste pas à vous montrer, ça a été fait par Jeremy Baumberg. Ah oui, il faut... Je suis désolé. Je vais aller trop vite. Je vais la recommencer. Voilà. Donc, vous prenez un échantillon et vous venez exciter à 2 endroits. Donc, un peu comme dans le cas de Jacqueline tout à l'heure, vous créez localement un condensat de polaritons et ce condensat a tendance à s'étendre très rapidement depuis les 2 points. Et maintenant, ce que fait Jérémy, c'est qu'il fait la même expérience que nous. Il vient faire interférer cette image-là avec la même image inversée. Et donc, vous allez voir à la fois l'intensité du système, donc les polaritons qui sont en train de se déplacer, et si vous voyez des franges d'interférence apparaître, c'est que vous avez une cohérence de phase entre le condensat qui est à droite et le condensat qui est à gauche. Alors, l'expérience est ici. Donc, vous voyez l'excitation initiale, et puis le nuage de polaritons commence à s'étendre, et dès que les 2 nuages se touchent, eh bien, vous voyez apparaître des franges d'interférence. Ça paraît étonnant, mais vous allez le voir tout à l'heure, je vous écrirai les équations. Il y a un transparent d'équations dans mon exposé, mais il y en a quand même un, parce que tout ce que je vous montre, c'est parfaitement cohérent avec... on prend du Gross-Pitaevsky, on écrit l'équation de Gross-Pitaevsky pour décrire le système, et on se rend compte que si on met les interactions proprement, on voit apparaître la cohérence de phase entre les 2 condensats. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, un monde entier s'ouvre à nous, on peut imaginer plein de choses, et je vais vous faire... Vous avez jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 9 heures? Donc je vais essayer de vous décrire ce qui est là, l'observation de vortex quantifié, l'observation de demi-vortex, et ainsi de suite. Non, rassurez-vous, je ne vais faire que vous en montrer quelques-uns, ces résultats. Oui. Est-ce que vous avez observé la condensation d'arrivée en température et pas avec la pompe, pas avec l'excitation, en changeant en passant au-dessus de 30 Non, alors, ça on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire avec les polaritons, mais il y a une difficulté sauvage que j'ai passée sous silence, c'est que toutes les expériences temporelles que je vous montre, c'est des expériences moyennées. Quand je vous ai montré la réduction des atomes froids et le passage du seul, c'est une expérience qui est faite sur un seul condensat. Toutes les expériences que je vous montre, temporelles, c'est des millions de réalisations de la même expérience. Et donc, je ne peux pas changer la température pendant l'existence d'un condensat qui ne dure que 10 picosecondes. Je peux changer la température entre 2 réalisations. Je sais que quand on met le cryostat à 5 Kelvin, on observe un condensat qui est à 19 Kelvin. Quand on met le cryostat à 20 Kelvin, on l'observe à 30. Quand on le met à 60 Kelvin, on finit par observer le condensat à 60 Kelvin. Mais je n'ai pas une expérience dynamique. Mais effectivement, si je monte la température, on a fait l'expérience, suivant les propriétés du système, le condensat peut apparaître jusqu'à des températures relativement élevées. Oui, mais ça marche pas bien. On a essayé, on n'a rien qui ressemble à un diagramme de phase raisonnable. Désolé. Donc, ah oui, je vais quand même commencer par la première chose. Donc, une des propriétés qu'on doit voir apparaître dans un condensat, c'est l'observation de vortex. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'un vortex, c'est une excitation du système. Si on arrive à faire tourner le système, il faut que la phase reste en phase avec elle-même. Et donc, vous devez observer un cœur du vortex, et quand vous faites le tour du vortex, la phase doit changer par un multiple de 2π. Sinon, ça ne marche pas. Et donc,
Ça a été observé dans les condensats atomiques. Pour nous, c'est encore plus facile. Il suffit de faire interférer une zone du condensat où il n'y a pas de vortex avec une zone du condensat où il y a un vortex. Si vous faites des interférences entre ces deux objets, eh bien, vous obtenez simplement les franges d'interférence comme tout à l'heure, mais le changement de phase de 2π ici crée une frange supplémentaire. Donc, un changement de phase de 2π, c'est extrêmement facile. C'est une dislocation fourche dans le diagramme d'interférence. C'est très très facile. Alors je dois avouer que quand nous avons publié le premier article à Nature, nous avions les franges d'interférence et nous avions déjà la fourche de dislocation qui montrait qu'il y avait un vortex. Nous avons montré le diagramme d'interférence, mais nous n'avons pas du tout insisté sur le fait qu'il y avait un vortex, parce qu'on n'avait pas la moindre idée de savoir pourquoi il y avait un vortex. Parce que dans les condensats d'atomes, la première expérience a été faite par Dalibard. Vous prenez votre condensat et vous le faites tourner. Et c'est quand vous le faites tourner, alors c'est une expérience un peu compliquée, vous prenez le laser, vous faites tourner le condensat, et quand vous le fête tourner doucement, vous avez un vortex, et vous le faites tourner de plus en plus vite, vous avez 2, 3, et puis vous avez au bout du compte, c'est ce qu'a fait Ketterle, vous avez un réseau d'Abrikosov de vortex, comme c'est prévu par la théorie. Donc, nous on était très contents d'avoir un vortex, sauf que on n'avait pas fait tourner notre condensat. Mais alors, je vais quand même vous montrer l'expérience. Donc, vous avez ici les franges d'interférence du système. Alors, regardez bien. Si vous regardez ici, vous voyez qu'à ce point-là, vous avez une frange supplémentaire. Vous vous rappelez que notre image est une image où on fait interférer l'image avec son image centrosymétrique par symétrie. Donc, il doit y avoir la même chose de l'autre côté. Si vous regardez bien, vous avez la même fourche de l'autre côté comme il se doit. Et puis après, si on prend cette image, on fait la transformée de Fourier, on obtient la phase, et vous voyez bien qu'autour de ce vortex ici, vous avez bien la phase qui change de 2π comme il faut pour un vortex. Alors, oui. Donc, là, il faut quand même passer un tout petit peu aux équations. Donc, pour décrire le condensat, nous prenons les équations standards, c'est-à-dire Gross-Pikhaevsky. On écrit l'équation de Gross-Pikhaevsky, on prend en compte le fait qu'on a du désordre, on prend en compte le fait qu'on a des interactions au sein du condensat. Ce qu'on doit ajouter pour un condensat de polaritons, c'est le fait qu'on a les polaritons du système qui vivent en dessous d'un réservoir d'excitons. Vous avez un réservoir d'excitons, et ces excitons sont pompés par le condensat, par relaxation stimulée. Mais vous devez prendre en compte le fait que vous avez un réservoir, et donc vous allez voir l'équation du réservoir ici, et le fait que vous avez une interaction avec le réservoir, et vous avez le fait que le réservoir va venir remplir le condensat, la population du condensat est remplie par le réservoir, et puis elle est vidée par la durée de vie des photons. Donc, vous faites ces équations-là, et je vais vous montrer le résultat du calcul. Voilà, à gauche, vous avez l'intensité, à droite, vous avez la phase, et nous avons pris un système où nous avons excité sur ce cercle-là, et dans le calcul, nous avons mis un défaut ici pour essayer de piéger les éventuels vortex. Donc, vous voyez le système, là, vous avez le temps ici, donc on a excité à t égale 0, et puis on laisse le système évoluer, et vous voyez qu'au début, les excitons commencent à relaxer sous forme de polaritons. Vous voyez l'intensité qui commence à apparaître de façon complètement erratique. La phase est aussi complètement erratique, et néanmoins, au fur et à mesure que la densité augmente en bas, vous voyez que la phase a tendance à se stabiliser. Et vous voyez en particulier, vous allez voir apparaître ici, vous voyez apparaître des vortex. Donc les fluctuations du système donnent lieu à toute une série de vortex et aussi à des fluctuations d'intensité. Et au fur et à mesure que le temps passe, mais on est encore à 3 ou 4 picosecondes, vous voyez quand on arrive vers 4 picosecondes, l'intensité du système commence à devenir très grande, la phase commence à stabiliser et vous comptez maintenant les vortex.
Vous voyez leur cœur et vous voyez leur phase ici. Et dans cette réalisation-là, vous allez voir que ce vortex qui est ici est attiré par le piège qui est là. Vous avez donc un seul vortex ici, le cœur est ici, vous voyez la phase tourner là. Et en fait, dans cette réalisation du système, le vortex est passé et a été expulsé du condensat. Mais ce qui se passe dans nos échantillons, c'est qu'en fait, vous avez c'est comme si vous aviez un fluide qui passe dans un endroit désordonné, avec des montagnes et des vallées, et à l'endroit où vous avez un col, le fluide a tendance à se mettre à tourner, et c'est à cet endroit-là, où il y a un col dans le désordre, qu'on a vu se stabiliser les vortex, et c'est pour ça qu'on observe des vortex, bien qu'on ne fasse pas tourner le condensat. Le condensat se met à tourner parce qu'on a un condensat dynamique. Voilà. Et donc, danse irlandaise. Dans une danse irlandaise, vous pouvez avoir un vortex. Vous avez le condensat qui est parfaitement synchrone et vous avez un vortex qui tourne au milieu. Nous avons des bosons qui ont la propriété d'avoir un spin. J'ai oublié de vous parler de ça au départ. Et comme on a la propriété d'avoir un spin, nos polaritons, ils peuvent avoir un spin up ou un spin down. Donc en fait, le condensat de polaritons, vous n'avez pas bien fait attention à la danse irlandaise, mais vous avez des hommes et des femmes. Vous avez deux espèces dans le condensat. Et donc, dans ce condensat-là, vous pouvez avoir des vortex normaux, qui sont des vortex où il y a le cœur du vortex et la phase change de pi. Il y a un autre objet qui s'appelle un demi-vortex. Et pour un demi-vortex, le changement de phase de 2π dont vous avez besoin, c'est un changement de phase de pi de la phase et un retournement du spin du polariton. Et cet objet-là, c'est un demi-vortex. Et le demi-vortex, c'est un peu comme si vous avez un verre de whisky, vous mettez du coca dedans et vous faites tourner, et en fait, vous avez un vortex pour le whisky et le coca reste stable horizontal. C'est un peu la même chose. Et ça, Konstantinos l'a observé très très bien, c'est la même expérience que tout à l'heure. Il a réussi à modifier l'expérience pour qu'on ait à gauche sigma plus et à droite sigma moins. Et vous voyez les dislocations fourches qui nous montrent qu'on a un vortex pour les polaritons sigma plus et qu'on n'a pas de vortex au même endroit pour les polaritons sigma moins. Donc, nous avons un demi-vortex. C'est un peu comme une danse irlandaise, toujours. Vous remarquerez que vous avez un condensat avec deux types de particules, et là, vous avez une des particules qui part sous forme de vortex. Voilà. Donc, il y a beaucoup de propriétés. Je vous rappelle que si on a un condensat, on a des particules qui ne sont pas chargées, donc on ne peut pas espérer observer la supraconductivité, mais on devrait avoir un superfluide. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je ne résiste pas à vous montrer les expériences qui ont été menées pour mesurer la superfluidité de l'hélium. Donc, vous venez de voir passer le point lambda, on a rendu l'hélium superfluide, et maintenant on fait tourner le cylindre en dessous de ce petit machin-là, et vous voyez qu'il n'y a aucune chose, donc c'est bien, on a bien un superfluide. Là, je triche un peu parce que si j'attends, grâce au second son de l'hélium superfluide, on voit que le système se met finalement à tourner. Mais enfin, là, c'est un peu trop compliqué pour aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les polaritons ? C'est une idée de Jacopo Carozzotto et Cristiano Ciutti, c'est extrêmement simple. Comme vous avez un échantillon, vous avez forcément des défauts. Et donc, vous allez prendre un défaut dans l'échantillon et vous allez envoyer le condensat de polariton sur le défaut. Je vous rappelle, pour envoyer le condensat, c'est très facile. Vous excitez avec le laser, avec l'angle déterminé. L'angle vous donnera la vitesse du condensat. Donc, vous connaissez la vitesse du condensat. Vous l'envoyez sur le défaut. Si vous êtes à une vitesse qui est suffisamment faible ou à une densité suffisamment grande, eh bien, le condensat ne voit pas le défaut. C'est très, très pas intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut changer la vitesse ou changer la densité de façon à ce que le système voit le défaut, qu'on voit bien qu'on est passé d'un régime superfluide à un régime non superfluide. Alors,
C'est des expériences qui ont été faites en particulier par Alberto Amo. Et vous voyez que si la vitesse du condensat est relativement faible, eh bien, vous n'avez pas de vagues qui sont créées autour du défaut. Si la vitesse du condensat est trop grande, vous voyez apparaître des vagues qui correspondent à une diffusion des polaritons sur le cercle de scattering élastique. Ça marche très bien. Alors, on a amélioré cette manip pour la rendre résolue temporellement. Pour la faire résolue temporellement, vous excitez l'échantillon et simplement vous faites interférer l'image de l'échantillon avec une voie déviée du laser. Vous avez des interférences sur la CCD, et si vous avez des interférences sur la CCD, vous pouvez avoir l'intensité et la phase du système. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a un défaut ici. On excite les polaritons ici. On va les envoyer sur le défaut. Vous voyez ici la phase du laser. Donc, l'expérience commence. Ah, zut. Pardon. Voilà. Alors, je vous montre l'expérience, évidemment, dans le cas de figure où la vitesse est trop grande par rapport à la vitesse du son dans le superfluide. Et vous voyez que le système commence à déformer les fronts d'onde du faisceau de polaritons. Je ne vais pas y arriver. Et vous allez voir ici apparaître deux vortex que vous voyez ici en phase. Et donc, si la vitesse du superfluide est trop grande, en fait, vous créez des vortex derrière le défaut, ce qui vous montre la différence entre un superfluide et un superfluide qui a trop grande vitesse. Alors, cette expérience-là a été reconduite dans une microcavité maintenant avec des polymères, et c'est une microcavité à température ambiante, et vous avez la même expérience où si la vitesse est trop grande, vous voyez des franges d'interférence, et si la vitesse est en dessous de la vitesse du son dans le superfluide, vous n'avez pas d'interférence, et cette expérience est faite à température ambiante. Donc avec les polaritons, on arrive à faire maintenant des superfluides à température ambiante. Je ne résiste pas à vous montrer une explication simple de la superfluidité. Un superfluide est un fluide qui n'interagit pas avec les parois du récipient ou qui n'interagit avec rien du tout. Voilà. Et vous remarquerez que même si vous changez la direction du superfluide, la même propriété marche encore. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé à s'entraîner pour réussir à faire ce superfluide. Alors, si on a un superfluide, si on a un condensat, on devrait pouvoir faire des oscillations de Josephson. Alors, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer ici, surtout ces jours-ci, l'intérêt des jonctions Josephson avec les claims de Google. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la manip quand même. Donc les 57 qubits de Google, ça fait quand même des jolies manips. Les oscillations Josephson, vous avez besoin d'avoir un superfluide piégé à deux endroits différents, avec une barrière entre les deux. Je vous rappelle qu'on a un échantillon, un Holy sample, et dans cet échantillon-là, par hasard, il y avait un endroit où il y avait deux pièges, d'une taille de à peu près 3 microns, séparés par une barrière de à peu près 2 microns, et vous excitez le système, et puis vous regardez ce qui se passe en fonction du temps, et puis vous voyez en direct une oscillation de Josephson entre les polarisons piégés. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors par exemple, si vous regardez ça, vous pouvez mesurer les oscillations de la cohérence du deuxième ordre, et vous voyez qu'au moment où il y a des oscillations, il y a des pics dans la cohérence du deuxième ordre qui étaient tout à fait inattendus quand on a commencé à les observer, mais qui sont extrêmement intéressantes. Alors, dans l'espace, ça c'était l'espace réel. Alors, dans l'expérience initiale, c'est le désordre de l'échantillon
où Constantinos avait dans sa tête, il avait une carte de l'échantillon où il savait où étaient les pics et les vallées. Alors il y avait une vallée à une dimension, on pouvait faire des pièges à une dimension, et il y avait un endroit de l'échantillon où il y avait deux trous du désordre. Et c'est là qu'il a fait l'expérience, celle-là. Alors après, ça a été refait. Donc, cette expérience-là est faite avec des piliers, et puis la même expérience a été faite par le groupe de Jacques du C2N, encore une fois, avec les piliers que je vous ai montrés tout à l'heure. Si vous les excitez en résonance, eh bien, vous obtenez des oscillations Josephson, et comme elles sont parfaitement synchronisées, ce que vous pouvez voir, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les oscillations d'intensité que je vous ai montrées, mais vous pouvez mesurer la phase, encore une fois des expériences d'interférence comme tout à l'heure, et vous voyez que la phase évolue linéairement, comme c'est prévu par les théories, pendant les oscillations de Josephson. Alors, normalement, je continue comme ça pendant 3 heures, et puis je vous passe toute une série, il y a toute une série de machins dont je n'ai pas parlé, des vortex hyperboliques, les polaritons trioniques, la résonance de Feshbach, la résonance de Cross-Feshbach, voilà. Mais je pense qu'il va être raisonnable d'approcher de la fin. Alors, quand même, je vous ai dit au début que finalement les applications ne servaient à rien, mais néanmoins, on nous demande régulièrement à quoi est-ce que ça sert tout ce que nous faisons là. Alors, la première chose, c'est que toutes ces expériences, ça sert à nous émerveiller. C'est la merveille de voir que, en fait, la théorie marche aussi bien que ça. C'est toujours très, très amusant. Mais néanmoins, je vais vous citer 2 ou 3 pistes. Une chose qu'on pourrait penser à faire, c'est un interrupteur quantique ultra rapide. Ça, c'est une expérience qu'on avait fait même avant de voir la condensation. Et c'est une expérience d'amplification ultra rapide. Vous avez ici l'amplification par un système à polariton. Vous voyez donc une amplification d'un facteur 1000 d'un faisceau, donc sur une structure qui fait en gros un micron au cube. Et temporellement, c'est une amplification qui se produit avec une résolution temporelle de l'ordre de 100 femtosecondes. Donc c'est un switch optique relativement rapide. Je dois vous avouer qu'on a essayé de le breveter, ce machin-là, et je ne connaissais pas François Play à l'époque, mais les responsables de la valorisation nous ont dit, vous gagnez combien par rapport au système existant? On gagne un facteur 100 en résolution temporelle et on gagne un facteur 100 en coefficient d'amplification. Ah, c'est pas mal. Et dans combien de temps ça pourrait être sur le marché? Entre 27 et 32 ans. Il dit, bon, alors c'est pas la peine de breveter, ça sert à rien. Alors, bien entendu, en fait, un condensat de polariton, c'est un laser, et ça a l'avantage d'être un laser qui est à très bas courant de seuil, et donc il y a une série de publications qui démontrent qu'avec un condensat de polariton, on fait un laser qui a un courant de seuil extrêmement bas, à température ambiante. Ça, c'est une image de Sven Höfling il y a quelques années. Il y a une chose qu'on n'a pas encore réalisée, c'est de réussir à faire un émetteur à photons uniques à base de polariton. Compte tenu de ce que fait Pascal Seinnaler ces jours-ci, je me demande s'il y a un avenir au polariton dans ce domaine-là, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait imaginer de faire. Et enfin, on peut imaginer une mémoire à polariton en travaillant sur les 2 états, sigma plus et sigma moins. C'est une expérience qu'on a réussi à réaliser. En gros, vous avez un système qui est bistable, et vous avez une bistabilité en intensité et une bistabilité en phase. Et cette bistabilité en phase que vous voyez ici, donc ça c'est autour de 0, vous passez de sigma moins à sigma plus. Et en fait, vous pouvez la faire passer la bistabilité en regardant l'intensité, mais vous pouvez aussi la piloter en envoyant un laser ici, vous le faites passer sigma plus, et vous envoyez un laser sigma moins, vous le faites passer sigma moins, et la manip marche. Vous envoyez un laser sigma plus, pas en sigma moins, le système reste sigma moins. Vous envoyez un laser sigma plus, il passe sigma plus. Donc vous pouvez faire un système qui switch comme ça. Et voilà. Et donc je suis assez content que Nature Materials ait fait un éditorial en 2016 où ils disent qu'il y a
decades after the first observation, non, c'était juste 10 ans après, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec les polaritons, pourvu qu'on arrive à trouver les matériaux qui marchent bien et qui marchent à température ambiante. Donc, il y a beaucoup de travail de matériaux qui a besoin d'être fait. Et donc, je vais m'arrêter là. Je ne résiste pas à un petit message pour conclure. Richard Feynman, physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but this is not why we are doing it. Et je vous remercie de votre attention et je vais prendre du plaisir à répondre éventuellement à vos questions. Eh bien, c'est la première fois que j'entends dans un même exposé parler de parade japonaise, de danse irlandaise et de whisky coca. Voilà. La séance est ouverte aux questions. Vas-y. Oui, vas-y. Tu montrais de l'effet Josephson alternatif avec les condensats. Est-ce que tu peux voir de l'effet Josephson continu en faisant une boucle et en contrôlant la phase dans ton système? C'est possible de faire ça? Là, tu me poses une colle. Je serais... Alors, en général, avec mes doctorants, quand ils arrivaient avec ce genre de choses, je disais, non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. J'avais fait ça pour la détection homonyme que je vous ai montré. Quand Gaël est venu, je lui ai dit, mais tu te rends compte, à faire une détection homonyme, tu as le cryostat au milieu, ça va jamais être... tu vas jamais arriver à stabiliser, tu vas pas y arriver. Est-ce que j'ai le droit d'essayer quand même? Oh, bah, tu fais ce que tu veux. Hein, Et voilà, il a fait la manip. Donc, contre-réaction, j'ai pas d'idée pour la faire. D'accord. Désolé. Dommage. question. Moi, j'en avais une. Tu parlais de matériaux. Oui. Donc, alors, aujourd'hui, dans quoi on fait ça? Alors, il y a un matériau qui, à mon avis, devrait être très très marrant pour faire ça, c'est les matériaux à 2 dimensions. Les trucs genre MOS2, ces matériaux de style graphène, mais qui sont semi-conducteurs, qui ont des énergies de liaison de l'exciton qui font 500 millieV, donc ça permet... Bon, le système, j'ai pas eu le temps de le dire, le système devient instable en température à cause de l'énergie de liaison de l'exciton. Donc dans GAS, l'exciton est lié à 6 millivolts, donc vers 50 Kelvin, ça disparaît. Et dans GAN, l'énergie de liaison de l'exciton est au-dessus de 30 millivolts, donc c'est stable à température ambiante. Dans WS2 ou MOS2, on a des énergies de liaison qui sont plusieurs centaines de milliélectronvolts, des forces d'oscillateur énormes. Ça devrait être possible de faire des polaritons à chaud. Mais il y a aussi des expériences avec des molécules, des polymères ou équivalents et qui marchent très très bien. La difficulté, c'est que on est toujours limité par la durée de vie du photon. La durée de vie du photon provient de la qualité de la cavité et la qualité des miroirs. Et donc, il faut avoir un matériau qui veuille bien nous permettre de faire des miroirs d'une qualité absolument inimaginable. Je vous ai parlé de 99,99% tout à l'heure. Ça, c'est pour un VCSEL. Pour une micro-cavité, pour obtenir le couplage fort, il faut 5, 9 et 1, 8. Et à ce moment-là, on arrive à... Après la virgule? Non. Non. Au total. Oui, je vais passer la Manuel. micro. Vas-y, par là, c'est fort, vas-y. Non, mais tu as fait la minute de silence. Je vais me lancer, voilà, j'ai attendu une minute avant de dire n'importe quoi. Non, juste les courbes où tu montrais sur l'image avec la caméra balayage de fente, l'apparition des franges d'interférence, et le fait que plus tu pompais fort, plus le temps de vie en fait du condensat est court. Oui. Je me demandais ce que c'est. Donc ça, je suppose, c'est lié au temps de création de l'impulsion laser, enfin
Alors, mais enfin déjà, donc exactement d'où ça vient, et est-ce qu'il y a une analogie par rapport à d'autres systèmes, le fait que plus on est en dessous du seuil, et plus le temps de vie du condensat est court? Alors, c'est une particularité du système. Et je peux comprendre que ceci déroute un peu les gens. En fait, quand on a notre microcavité, on vient exciter le système, on crée des paires d'électrons-trous qui deviennent des excitons, qui relaxent sous forme de polaritons. Et si je suis à suffisamment basse température et à suffisamment haute densité, ils vont condenser. Et ces polaritons-là vont avoir tendance, par relaxation stimulée, à pomper tous les excitons. Mais néanmoins, dans toutes les expériences que je vous ai montrées, vous avez un condensat de polaritons qui vit en dessous d'un gaz d'excitons non condensé. Et donc, dans les expériences résolues en temps, quand on change la densité, en fait, on change les propriétés de relaxation depuis ce réservoir dont je vous ai parlé vers le condensat en bas. Alors, par exemple, quand on augmente la densité, on a tendance à avoir plus de polaritons en bas, donc on va vider plus vite le réservoir. Et donc, c'est des propriétés très, très particulières qui n'ont pas grand-chose à voir avec les propriétés du condensat. C'est juste qu'on a fini de vider notre réservoir. Une fois qu'il est vide, eh ben, j'ai plus de polaritons. D'autres questions? On a encore le temps pour une question? Oui, vas-y. Du coup, j'en profite, j'ai 2 questions. Non, il a dit une question. Bah, tu choisiras laquelle tu réponds alors. D'accord. L'équation de Gross-Pitaevsky, elle a été créée en fonction d'une fonction de psi, oui. Alors qu'on parle d'un système quantique ouvert. Donc pourquoi est-ce que c'est descriptible par un état pur et pas par un état mixte, enfin une matrice densité? Ça, c'est ma première question. Pose la deuxième. Donc, en ce qui concerne les spins, tu as dit qu'il y avait 2 spins possibles, sigma et sigma prime, si j'ai bien compris. Sigma plus et sigma moins, oui. Voilà. Et du coup, j'imagine que c'est associé au degré de liberté de spin des électrons et des trous. Et donc, si je prends un électron qui est spin up, ça me fait un électron up et un trou down. Ou bien je peux avoir un électron down et un trou up, ce qui fait dans les 2 cas un spin total égal à 0. Donc, c'est quoi la différence entre sigma et sigma moins et sigma plus? Alors, je vais répondre à la deuxième question. L'exciton dans les semi-conducteurs qu'on regarde, c'est un trou qui a un spin 3,5 et un électron qui a un spin 1,5. Et donc, en fait, tu fais un plus 3,5 moins 1,5 qui fait un exciton 1, ou un moins 3,5 plus 1,5, ce qui fait un spin moins 1. Et donc, l'exciton dans l'arsenide de gallium, il peut avoir un spin 1 ou un spin moins 1, et ça tombe bien, c'est pour ça qu'ils se couplent aux photons, qui, eux, peuvent avoir sigma plus ou sigma moins. Donc, tu as le matching entre le spin de l'exciton et le spin du photon. Parce que c'est pas le spin uniquement, c'est le moment cinétique total au départ, oui. C'est ça? D'accord. C'est ça. Donc ça marche. Alors maintenant, on a essayé d'utiliser la matrice densité dans certains cas de figure. C'est moins compréhensible. L'équation de Gross-Pitaevsky marche tellement bien et tellement simple à résoudre que on fait comme si on n'avait pas de problème au bord du système. Et puis, tu as de l'information qui fuit en permanence. Pardon ? Tu as de l'information qui fuit en permanence vu que tu as des photons qui sortent oui. tout le temps. Donc oui. On pourrait imaginer que... Mais bon, vraisemblablement pas. Okay. Bien sûr, Antigone. Donc, tu nous as bien expliqué qu'on est dans des situations favorables parce qu'il y a, grâce au couplage entre l'exciton et le photon, on a une masse faible. Et donc, les conditions pour observer la condensation sont plus faciles à atteindre. Oui. Mais en principe, l'exciton est déjà un quasi-boson. Donc, est-ce qu'on peut voir la condensation d'exciton? Ah j'aurais voulu que André soit là pour répondre. Alors, il y a... une masse plus importante. Donc, il y a eu beaucoup de résultats qui ont été publiés sur la condensation de Bose-Einstein des excitons. Alors, quand même, si on fait le calcul, avec des polaritons compte tenu de leur masse,
on peut espérer avoir une condensation, et on l'a observé à 300 Kelvin. Avec un exciton, en étant optimiste, on peut espérer avoir une condensation des excitons vers 100 millikelvin. Alors je sais bien que la durée de vie d'un exciton, c'est beaucoup plus long que la durée de vie d'un photon, mais 100 millikelvin, ça veut dire que, bon, il faut déjà un cryostat à dilution, et il faut donner le temps aux excitons de se refroidir. C'est pour ça que André a utilisé en particulier les excitons dans CU2O. Enfin, les gens utilisent toute une série d'excitons qui sont les plus noirs possibles, ce qui présente la difficulté qu'on a du mal à les observer. Et en plus de ça, on reste quand même dans un matériau réel, et un matériau réel a un désordre réel. Et donc, si on arrive à on veut atteindre une température d'exciton de l'ordre de 100 millikelvin, ça veut dire qu'il faut que notre désordre soit de l'ordre de 10 microélectronvolts. Et ça n'existe pas, même dans les semi-conducteurs de très très grande qualité. On a beaucoup de mal à obtenir une qualité d'échantillon qui soit suffisante. Alors, il y a beaucoup de résultats qui ont été publiés, en particulier sur les excitons indirects obtenus en couplant 2 puits quantiques, parce que là, on peut obtenir des excitons qui ont une durée de vie extrêmement longue, on peut obtenir des microsecondes sans difficulté, mais les résultats sont pas conclusifs. Voilà. Malheureusement, parce que ça serait un résultat extrêmement marrant. Le bonheur du physicien. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. On va poursuivre la discussion avec un verre à la main. Ce sera plus intéressant. Et le 12 décembre prochain, dernier séminaire de l'année sera donné par Pascal Sénélard. Tu as parlé d'elle. Ah oui. Voilà, tu vois bien. Et donc on a anticipé ça. Des vrais photons uniques, pour le coup. Des vraies sources de photons uniques, exactement. Des sources de photons uniques. Voilà, écoutez, remercie encore à notre orateur.